Jeanne R, partie 7, chapitre 16. Le jour qui suivit cette terrible nuit, j'avais à la fois crainte et désir de voir monsieur Rochester. J'avais besoin d'entendre sa voix, et je craignais son regard. Au commencement de la matinée, j'attendais de moment en moment son arrivée. Il n'entrait pas souvent dans la salle d'études, mais il y venait pourtant quelquefois, et je pressentais qu'il y ferait une visite ce jour-là. Mais la matinée se passa comme de coutume. Rien ne vint interrompre les tranquilles études d'Adèle. Après le déjeuner, j'entendis du bruit du côté de la chambre de monsieur Rochester. On distinguait les voix de madame Fairfax, de Lee, de la cuisinière et l'accent brusque de John. « Quelle bénédiction !» criait-on, « que notre maître n'ait pas été brûlé dans son lit. C'est toujours dangereux de garder une chandelle allumée pendant la nuit. Quel bonheur qu'il ait pensé à son pot à l'eau. Pourquoi n'a-t-il éveillé personne? Pourvu qu'il n'ait pas pris froid en dormant dans la bibliothèque. » Après ces exclamations, on remit tout en état. Lorsque je descendis pour dîner, la porte de la chambre était ouverte, et je vis que le dégât avait été réparé. Le lit seul restait encore dépouillé de ses rideaux. Lee était occupé à laver le bord des fenêtres noircies par la fumée. Je m'avançai pour lui parler, car je désirais connaître l'explication donnée par monsieur Rochester. Mais en approchant, j'aperçus une seconde personne. Elle était assise près du lit et occupée à coudre des anneaux à des rideaux. Je reconnus Grace Poole. Elle était là, taciturne, comme toujours, habillée d'une robe de stoffe brun, d'un tablier à cordon, d'un mouchoir blanc et d'un bonnet. Elle semblait complètement absorbée par son ouvrage. Ses traits durs et communs n'étaient nullement empreints de cette pâleur désespérée qu'on se serait attendu à trouver chez une femme qui avait tenté un meurtre, et dont la victime avait été sauvée, et lui avait déclaré connaître le crime qu'elle croyait caché à tous. J'étais étonné, confondu. Elle leva les yeux pendant que je la regardais. Ni tressaillement, ni pâleur, rien. En un mot, ne vint annoncer l'émotion, la conscience d'une faute ou la crainte d'être trahie. Elle me dit « Bonjour, mademoiselle », d'un ton bref et flegmatique, comme toujours, et, prenant un autre anneau, elle continua son travail. « Je vais la mettre à l'épreuve, » pensai-je, car je ne puis comprendre comment elle est aussi impénétrable. « Bonjour, Grace, dis-je. Est-il arrivé quelque chose ici? Il me semble que je viens d'entendre les domestiques parler tous à la fois. »« C'est simplement notre maître qui a voulu lire la nuit dernière. Il s'est endormi avec sa bougie allumée. Et le feu a pris au rideau. Heureusement, il s'est réveillé avant que les draps et les couvertures fussent enflammés, et il a pu éteindre le feu. »« C'est étrange, » dis-je, plus bas, et en la regardant fixement. « Mais monsieur Rochester n'a-t-il éveillé personne? Personne ne l'a-t-il entendu remuer ?» Elle leva les yeux sur moi, et cette fois, leur expression ne fut plus la même. Elle m'examina attentivement, puis répondit. « Les domestiques dorment loin de là, mademoiselle, et ils n'ont pas pu entendre. Votre chambre et celle de madame Fairfax sont les plus voisines. Madame Fairfax dit qu'elle n'a rien entendu. Quand on vieillit, on a le sommeil dur. » Elle s'arrêta, puis elle ajouta avec une indifférence feinte et un ton tout particulier. « Mais vous, mademoiselle, vous êtes jeune, vous avez le sommeil léger. Peut-être avez-vous entendu du bruit? »« Oui, » répondis-je en baissant la voix, afin de ne pas être entendu de Lee, qui lavait toujours les carreaux. « J'ai d'abord cru que c'était Pilote, mais Pilote ne rit pas, et je suis certaine d'avoir entendu un rire fort bizarre. » Elle prit une nouvelle aiguillée de fil, la passa sur un morceau de cire, enfila son aiguille d'une main assurée, et m'examina avec un calme parfait. « Je ne crois pas, mademoiselle, dit-elle, que notre maître se soit mis à rire dans un tel danger. Vous l'aurez rêvé? » « Non,
repris-je vivement, car j'étais indigné par la froideur de cette femme. Elle fixa de nouveau sur moi un regard scrutateur. « Avez-vous dit à notre maître que vous aviez entendu rire ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas encore eu occasion de lui parler ce matin. »« Vous n'avez pas songé à ouvrir votre porte et à regarder dans le corridor ?» Elle semblait me questionner pour m'arracher des détails malgré moi. Je pensais que, du jour où elle viendrait à savoir que je connaissais ou que je soupçonnais son crime, elle chercherait à se venger. Je crus prudent de me tenir sur mes gardes. « Au contraire, » répondis-je, « je poussais le verrou. »« Vous n'avez donc pas l'habitude de mettre le verrou avant de vous coucher ?»« Démon, pensai-je, elle veut connaître mes habitudes afin de tracer son plan. » L'indignation fut de nouveau plus forte que la prudence. Je répondis avec aigreur. « Jusqu'ici, j'ai souvent oublié cette précaution, parce que je la croyais inutile. Je ne pensais pas qu'à Thornfield on pût craindre aucun danger. Mais à l'avenir, ajoutai-je en appuyant sur chaque mot, je veillerai à ma sûreté. »« Et vous avez raison, » répondit-elle. « Les environs sont aussi tranquilles que possible, et je n'ai jamais entendu parler de voleurs depuis que le château est bâti. Et pourtant, on sait qu'il y a ici, pour des sommes énormes, de vaisselle d'argent. Et pour une aussi grande maison, vous voyez qu'il y a bien peu de domestiques, parce que notre maître y demeure rarement et qu'il n'est point marié. Mais je crois qu'il vaut toujours mieux être prudent. Une porte est bien vite fermée, et il est bon d'avoir un verrou entre soi et un crime possible. Beaucoup de gens pensent qu'il faut se fier entièrement à la providence. Mais moi, je crois que c'est à nous de pourvoir à notre sûreté, et que la providence bénit ceux qui agissent avec sagesse. » Ici, elle termina cette harangue longue pour elle et prononcée avec la lenteur d'une quakeresse. J'étais muette d'étonnement devant ce qui me semblait une merveilleuse domination sur elle-même et une incroyable hypocrisie, lorsque la cuisinière entra. « Madame Poole, » dit-elle en s'adressant à Grace, « le repas des domestiques sera bientôt prêt. Voulez-vous descendre ?»« Non. Mettez-moi seulement une chopine de porter et un morceau de pudding sur un plateau et montez-le. »« Voulez-vous un peu de viande ?»« Oui, un morceau. Et un peu de fromage. Voilà tout. »« Et le sagou ?»« Je n'en ai pas besoin maintenant. Je descendrai avant l'heure du thé et je le ferai moi-même. » La cuisinière se tourna vers moi en me disant que madame Fairfax m'attendait. Je sortis alors de la chambre. J'étais tellement intrigué par le caractère de Grace Poole que ce fut à peine si j'entendis le récit que me fit madame Fairfax pendant le déjeuner de l'événement de la nuit dernière. Je tâchais de comprendre ce que pouvait être Grace dans le château, et je me demandais pourquoi M. Rochester ne l'avait pas fait emprisonner, ou du moins chasser loin de lui. La nuit précédente, il m'avait presque dit qu'elle était coupable de l'incendie. Quelle cause mystérieuse pouvait l'empêcher de le déclarer? Pourquoi m'avait-il recommandé le secret? N'était-ce pas singulier? Un gentleman hautain, téméraire et vindicatif, tombé au pouvoir de la dernière de ses servantes. Et lorsqu'elle attentait à sa vie, il n'osait pas l'accuser publiquement et lui infliger un châtiment. Si Grace avait été jeune et belle, j'aurais pu croire que M. Rochester était poussé par des sentiments plus tendres que la prudence ou la crainte. Mais cette supposition devenait impossible dès qu'on regardait Grace. Et pourtant, je me mis à réfléchir. Elle avait été jeune, et sa jeunesse avait dû correspondre à celle de M. Rochester. Madame Fairfax disait qu'elle demeurait depuis longtemps dans le château. Elle n'avait jamais dû être jolie, mais peut-être avait-elle eu un caractère vigoureux et original. M. Rochester était amateur des excentricités, et certainement Grace était excentrique. Peut-être autrefois un caprice, dont une nature aussi prompte que la sienne était bien capable, l'avait livrée entre les mains de cette femme. Peut-être à cause de son imprudence, exerçait-elle maintenant sur ses actions une influence secrète dont il ne pouvait pas se débarrasser et qu'il n'osait pas dédaigner. Mais à ce moment,
la figure carrée, grosse, laide et dure de Grace se présenta à mes yeux, et je me dis « Non, ma supposition est impossible. » Et pourtant, ajoutait en moi une voix secrète. « Toi non plus, tu n'es pas belle, et pourtant tu plais peut-être à monsieur Rochester. Du moins, tu l'as souvent cru. La dernière nuit encore, rappelle-toi ses paroles, ses regards, sa voix. » Je me rappelais tout. Le langage, le regard, l'accent me revinrent à la mémoire. Nous étions dans la salle d'études. Adèle dessinait, je me penchai vers elle pour diriger son crayon. Elle leva tout à coup les yeux sur moi. « Qu'avez-vous, mademoiselle ?» dit-elle. « Vos doigts tremblent comme la feuille et vos joues sont rouges, mais rouges comme des cerises. » « J'ai chaud, Adèle, parce que je viens de me baisser. » Elle continua à travailler et moi à méditer. Je me hâtais de chasser de mon esprit la pensée que j'avais conçue sur Grace Poole. Elle me dégoûtait. Je me comparais à elle et je vis que nous étions différentes. Bessie m'avait dit que j'avais tout à fait l'air d'une lady, et c'était vrai. J'étais mieux que lorsque Bessie m'avait vue. J'étais plus grasse, plus fraîche, plus animée, parce que mes espérances étaient plus grandes et mes jouissances plus vives. « Voici la nuit qui vient, me dis-je en regardant du côté de la fenêtre. Je n'ai entendu ni les pas ni la voix de M. Rochester aujourd'hui, mais certainement je le verrai ce soir. » Le matin, je craignais cette entrevue, mais maintenant je la désirais. Mon attente avait été vaine pendant si longtemps que j'étais arrivée à l'impatience. Lorsqu'il fit nuit close et qu'Adèle m'eut quittée pour aller jouer avec Sophie, mon désir était au comble. J'espérais toujours entendre la sonnette retentir et voir Lee entrer pour me dire de descendre. Plusieurs fois, je crus entendre les pas de M. Rochester et mes yeux se tournèrent vers la porte. Je me figurais qu'elle allait s'ouvrir pour livrer passage à M. Rochester, mais la porte resta fermée. Il n'était pas encore bien tard. Souvent, il m'envoyait chercher à 7 ou 8 heures, et l'aiguille n'était pas encore sur 6. Serais-je donc désappointée justement ce jour-là, où j'avais tant de choses à lui dire? Je voulais parler de Grace Poole, afin de voir ce qu'il me répondrait. Je voulais lui demander s'il la croyait véritablement coupable de cet odieux attentat, et pourquoi il désirait que le crime demeurât secret. Je m'inquiétais assez peu de savoir si ma curiosité l'irriterait. Je savais le contrarier et l'adoucir tour à tour. C'était un vrai plaisir pour moi, et un instinct sûr m'empêchait toujours d'aller trop loin. Je ne me hasardais jamais jusqu'à la provocation, mais je poussais aussi loin que me le permettait mon adresse. Conservant toujours les formes respectueuses qu'exigeait ma position, je pouvais néanmoins opposer mes arguments aux siens sans crainte ni réserve. Cette manière d'agir nous plaisait à tous deux. Un craquement se fit entendre dans l'escalier, et Lee apparut enfin, mais c'était seulement pour m'avertir que le thé était servi dans la chambre de madame Fairfax. Je m'y rendis, contente de descendre, car il me semblait que j'étais ainsi plus près de M. Rochester. « Vous devez avoir besoin de prendre votre thé, me dit la bonne dame au moment où j'entrai. Vous avez si peu mangé à dîner. J'ai peur, continua-t-elle, que vous ne soyez pas bien aujourd'hui. Vous avez l'air fiévreux. »« Oh si, je vais très bien. Je ne me suis jamais mieux portée. »« Eh bien alors, prouvez-le par un bon appétit. Voulez-vous remplir la théière pendant que j'achève ces mailles ?» Lorsqu'elle eut fini sa tâche, elle se leva et ferma les volets, qu'elle avait probablement laissés ouverts pour jouir le plus longtemps possible du jour, quoique l'obscurité fût déjà presque complète. « Bien qu'il n'y ait pas d'étoiles, il fait beau, dit-elle, en regardant à travers les carreaux. Monsieur Rochester n'aura pas eu à se plaindre de son voyage. »« Monsieur Rochester est donc parti ? Je n'en savais rien. » Il est parti tout de suite après son déjeuner pour aller au château de monsieur Eshton, à 10 milles de l'autre côté de Millcote. Je crois que Lord Ingram, Sir George Lynn, le colonel Dent et plusieurs autres encore doivent s'y trouver réunis. L'attendez-vous aujourd'hui ? Oh non, ni même demain. Je pense qu'il y restera au moins une semaine.
Quand les nobles se réunissent, ils sont entourés de tant de gaieté, d'élégance et de sujets de plaisir qu'ils ne sont nullement pressés de se séparer. On recherche surtout les messieurs dans ces réunions, et M. Rochester est si charmant dans le monde qu'il y est généralement fort aimé. Il est le favori des dames, bien qu'il n'ait pas l'air fait pour leur plaire. Mais je crois que ses talents, sa fortune et son rang font oublier son extérieur. Et y a-t-il des dames au château? Oui, il y a madame Eshton et ses 3 filles, des jeunes filles vraiment charmantes, mesdemoiselles Blanche et Mary Ingram, qui, je crois, sont bien belles. J'ai vu mademoiselle Blanche il y a 6 ou 7 ans. Elle avait 18 ans et était venue à un bal de Noël donné par M. Rochester. Ah, ce jour-là, la salle à manger était richement décorée et illuminée. Je crois qu'il y avait 50 ladies et gentlemen des premières familles. Mademoiselle Ingram était la reine de la fête. Vous dites que vous l'avez vue, madame Fairfax? Comment était-elle? Oui, je l'ai vue. Les portes de la salle à manger étaient ouvertes, et, comme c'était le jour de Noël, les domestiques avaient le droit de se réunir dans la grande salle pour entendre chanter les dames. M. Rochester me fit entrer, je m'assis tranquillement dans un coin, et je regardais autour de moi. Je n'ai jamais vu un spectacle plus splendide. Les dames étaient en grande toilette. La plupart d'entre elles, ou du moins les plus jeunes, me semblèrent fort belles. Mais mademoiselle Ingram était certainement la reine de la fête. Et comment était-elle? Grande, une taille fine, des épaules tombantes, un cou long et gracieux, un teint mat, des traits nobles, des yeux un peu semblables à ceux de M. Rochester, grands, noirs et brillants, comme ses diamants. Ses beaux cheveux noirs étaient arrangés avec art. Par derrière, une couronne de nattes épaisse, et par devant, les boucles les plus longues et les plus lisses que j'aie jamais vues. Elle portait une robe blanche, une écharpe couleur d'ambre, jetée sur une de ses épaules et sur sa poitrine, venait se rattacher sur le côté et prolongeait ses longues franges jusqu'au-dessous du genou. Ses cheveux étaient ornés de fleurs également couleur d'ambre, et qui contrastaient bien avec sa chevelure d'ébène. Elle devait être bien admirée. Oh oui, et non seulement pour sa beauté, mais encore pour ses talents, car elle chanta un duo avec M. Rochester. Monsieur Rochester? Je ne savais pas qu'il chantât. Ah, il a une très belle voix de basse et beaucoup de goût pour la musique. Et quelle espèce de voix a mademoiselle Ingram? Une voix très pleine et très puissante. Elle chantait admirablement et c'était un plaisir de l'entendre. Ensuite, elle joua du piano. Je ne m'y connais pas, mais j'ai entendu dire à M. Rochester qu'elle exécutait d'une manière très remarquable. Et cette jeune fille, si belle et si accomplie, n'est pas encore mariée? Il paraît que non. Je crois que ni elle ni sa sœur n'ont beaucoup de fortune. Le fils aîné a hérité de la plus grande partie des biens de son père. Mais je m'étonne qu'aucun noble ne soit tombé amoureux d'elle. Monsieur Rochester, par exemple, il est riche, n'est-ce pas? Oh oui, mais vous voyez qu'il y a une énorme différence d'âge. Monsieur Rochester a près de 40 ans, et elle n'en a que 25. Qu'importe. Il se fait tous les jours des mariages où l'on voit une différence d'âge plus grande encore entre les deux époux. C'est vrai. Je ne crois cependant pas que M. Rochester ait jamais eu une semblable idée. Mais vous ne mangez rien. Vous avez à peine goûté à votre tartine depuis que vous avez commencé votre thé. J'ai trop soif pour manger. Voulez-vous, s'il vous plaît, me donner une autre tasse de thé? J'allais recommencer à parler de la probabilité d'un mariage entre M. Rochester et la belle Blanche lorsqu'Adèle entra, ce qui nous força à changer le sujet de notre conversation. Dès que je fus seule, je me mis à repasser dans ma mémoire ce que m'avait dit madame Fairfax. Je regardais dans mon cœur, j'examinais mes pensées et mes sentiments, et d'une main ferme, je m'efforçais de ramener dans le sentier du bon sens ceux que mon imagination avait laissés s'égarer dans des routes impraticables. Appelé devant mon tribunal, le souvenir produisit les causes qui avaient éveillé en moi des espérances, des désirs, des sensations depuis la nuit dernière.
Il expliqua la raison de l'état général de l'esprit depuis une quinzaine environ. Mais le bon sens vient tranquillement me présenter les choses telles qu'elles étaient et me montrer que j'avais rejeté la vérité pour me nourrir de l'idéal. Alors je prononçai mon jugement et je déclarai que jamais plus grande folle que Jeanne R. n'avait marché sur la terre, que jamais idiote plus fantasque ne s'était bercée de doux mensonges et n'avait mieux avalé un poison comme si c'eût été du nectar. Toi, me dis-je, devenir la préférée de M. Rochester, avoir le pouvoir de lui plaire, être de quelque importance pour lui, va, ta folie me fait mal. Tu as été joyeuse de quelques marques d'attention, marques équivoques accordées par un noble, un homme du monde, à une servante, à une enfant. Pauvre dupe, comment as-tu osé? Ton propre intérêt n'aurait-il pas dû te rendre plus sage? Ce matin, tu as repassé dans ta mémoire la scène de la nuit dernière. Voile ta face et rougis de honte. Il a brièvement loué tes yeux, n'est-ce pas? Poupée aveugle, ouvre tes paupières troublées et regarde ta démence. Il est fâcheux pour une femme d'être flattée par un supérieur qui ne peut pas avoir l'intention de l'épouser. C'est folie chez une femme de laisser s'allumer en elle un amour secret qui doit dévorer sa vie, s'il n'est ni connu ni partagé, et qui, s'il est connu et partagé, doit la lancer dans de misérables difficultés dont il lui sera impossible de sortir. Jane Eyre, écoute donc ta sentence. Demain tu prendras une glace et tu feras fidèlement ton portrait, sans omettre un seul défaut, sans adoucir une seule ligne trop dure, sans effacer une seule irrégularité déplaisante. Tu écriras en dessous « Portrait d'une gouvernante laide, pauvre et sans famille ». Ensuite, tu prendras une feuille d'ivoire. Tu en as une toute prête dans ta boîte à dessiner. Tu mélangeras sur ta palette les couleurs les plus fraîches et les plus fines. Tu dessineras la plus charmante figure que pourra te retracer ton imagination. Tu la coloreras des teintes les plus douces, d'après ce que t'a dit Madame Fairfax sur Blanche Ingram. N'oublie pas les boucles noires et l'œil oriental. Quoi, tu songes à prendre M. Rochester pour modèle? Non, pas de désespoir, pas de sentiment. Je demande du bon sens et de la résolution. Rappelle-toi les traits nobles et harmonieux, le cou et la taille grecque. Laisse voir un beau bras rond et une main délicate. N'oublie ni l'anneau de diamant, ni le bracelet d'or. Copie exactement les dentelles et le satin, l'écharpe gracieuse et les roses d'or. Puis, au-dessous, tu écriras « Blanche, jeune fille accomplie, appartenant à une famille d'un haut rang. » Et si jamais, à l'avenir, tu t'imaginais que M. Rochester pense à toi, prends ces deux portraits, compare-les et dis-toi « Il est probable que M. Rochester pourrait gagner l'amour de cette jeune fille noble, s'il voulait s'en donner la peine. Est-il possible qu'il songe sérieusement à cette pauvre et insignifiante institutrice ? » Eh bien oui, me dis-je, je ferai ces deux portraits. Et, après avoir pris cette résolution, je devins plus calme et je m'endormis. Je tins ma parole. 1 heure ou 2 me suffirent pour esquisser mon portrait au crayon, et en moins de 15 jours, j'eus achevé une miniature d'une Blanche Ingram imaginaire. C'était une assez jolie figure, et, lorsque je la comparais à la mienne, le contraste était aussi frappant que je pouvais le désirer. Ce travail me fit du bien. D'abord, il occupa pendant quelque temps ma tête et mes mains, puis il donna de la force et de la fixité à l'impression que je désirais maintenir dans mon cœur. Je fus bientôt récompensé de cette discipline que j'avais imposée à mes sentiments. Grâce à elle, je pus supporter avec calme les événements qui vont suivre, et si je n'y avais pas été préparé, je n'aurais probablement pas pu conserver une tranquillité même apparente. Chapitre 17. Une semaine se passa sans qu'on reçût aucune nouvelle de M. Rochester. Au bout de 10 jours, il n'était pas encore revenu. Madame Fairfax me dit qu'elle ne serait pas étonnée
qu'en quittant le château de M. Eshton, il se rendit à Londres, puis que de là, il passa sur le continent pour ne pas revenir à Thornfield de toute l'année. Bien souvent, disait-elle, il avait quitté le château d'une manière aussi prompte et aussi inattendue. En l'entendant parler ainsi, j'éprouvai un étrange frisson et je sentis mon cœur défaillir. Je venais de subir un douloureux désappointement. Mais, ralliant mes esprits et rappelant mes principes, je m'efforçai de remettre de l'ordre dans mes sensations. Bientôt, je me rendis maîtresse de mon erreur passagère, et je chassai l'idée que les actes de M. Rochester pussent avoir tant d'intérêt pour moi. Et pourtant, je ne cherchais pas à m'humilier en me persuadant que je lui étais trop inférieure. Mais je me disais que je n'avais rien à faire avec le maître de Thornfield, si ce n'est à recevoir les gages qu'il me devait pour les leçons que je donnais à sa protégée, à me montrer reconnaissante de la bonté et du respect qu'il me témoignait. Bonté et respect auxquels j'avais droit du reste, si j'accomplissais mon devoir. Je m'efforçais de me convaincre que M. Rochester ne pouvait admettre entre lui et moi que ce seul lien. Ainsi donc, c'était folie à moi de vouloir en faire l'objet de mes sentiments les plus doux, de mes extases, de mes déchirements, et ainsi de suite, puisqu'il n'était pas dans la même position que moi. Avant tout, je ne devais pas chercher à sortir de ma classe. Je devais me respecter et ne pas nourrir avec toute la force de mon cœur et de mon âme un amour qu'on ne me demandait pas et qu'on mépriserait même. Je continuais tranquillement ma tâche, mais de temps en temps, d'excellentes raisons s'offraient à mon esprit pour m'engager à quitter Thornfield. Involontairement, je me mettais à penser aux moyens de changer de place. Je crus inutile de chasser ces pensées. « Eh bien, me dis-je, laissons-les germer, et, si elles le peuvent, qu'elles portent des fruits. » Il y avait à peu près 15 jours que M. Rochester était absent, lorsque Madame Fairfax reçut une lettre. « C'est de M. Rochester, dit-elle en regardant le timbre. Nous allons savoir s'il doit ou non revenir parmi nous. » Pendant qu'elle brisait le cachet et qu'elle lisait le contenu, je continuais à boire mon café. Nous étions à déjeuner. Il était très chaud, et ce fut un moyen pour moi d'expliquer la rougeur qui couvrit ma figure à la réception de la lettre. Mais je ne me donnais pas la peine de chercher la raison qui agitait ma main et qui me fit renverser la moitié de mon café dans ma soucoupe. « Quelquefois, je me plains que nous sommes trop tranquilles ici, » dit Madame Fairfax en continuant de tenir la lettre devant ses lunettes. « Mais maintenant, nous allons être passablement occupés. Pour quelque temps, au moins. » Ici, je me permis de demander une explication. Après avoir rattaché le cordon du tablier d'Adèle qui venait de se dénouer, lui avoir versé une autre tasse de lait et lui avoir donné une Talmouse, je dis nonchalamment « Monsieur Rochester ne doit probablement pas revenir de sitôt. » « Au contraire, il sera ici dans 3 jours, c'est-à-dire jeudi prochain. Et il ne vient pas seul, il amène avec lui toute une société. Il dit de préparer les plus belles chambres du château. La bibliothèque et le salon doivent être aussi mis en état. Il me dit également d'envoyer chercher des gens pour aider à la cuisine, soit à Millcote, soit dans tout autre endroit. Les dames amèneront leurs femmes de chambre, et les messieurs leurs valets. La maison sera pleine. » Après avoir parlé, Madame Fairfax avala son déjeuner et partit pour donner ses ordres. Il y eut en effet beaucoup à faire pendant les 3 jours suivants. Toutes les chambres de Thornfield m'avaient semblé très propres et très bien arrangées, mais il paraît que je m'étais trompée. 3 servantes nouvelles arrivèrent pour aider les autres. Tout fut frotté et brossé, les peintures furent lavées, les tapis battus, les miroirs et les lustres polis, les feux allumés dans les chambres, les matelas de plumes mis à l'air, les draps séchés devant le foyer. Jamais je n'ai rien vu de semblable. Adèle courait au milieu de ce désordre. Les préparatifs de réception et la pensée de tous les gens qu'elle allait voir la rendaient folle de joie. Elle voulut que Sophie vérifiât ses toilettes, ainsi qu'elle appelait ses robes, afin de rafraîchir celles qui étaient passées et d'arranger les autres. Quant à elle, elle ne faisait que bondir dans les chambres, sauter sur les lits, se coucher sur les matelas, entasser les oreillers et les traversins devant d'énormes feux. Elle était libérée de ses leçons. Madame Fairfax m'avait demandé mes services, et je passais toute ma journée dans l'office à l'aider tant bien que mal, elle et la cuisinière. J'apprenais à faire du flan, des Talmouse, de la pâtisserie française, à préparer le gibier et à arranger les desserts.
On attendait toute la compagnie le jeudi à l'heure du dîner, c'est-à-dire à 6 heures. Je n'eus pas le temps d'entretenir mes chimères, et je fus aussi active et aussi gaie que qui que ce fût, excepté Adèle. Cependant, quelquefois ma gaieté se refroidissait, et, en dépit de moi-même, je me laissais de nouveau aller aux doutes et aux sombres conjectures, et cela surtout lorsque je voyais la porte de l'escalier du troisième, qui depuis quelque temps était toujours restée fermée, s'ouvrir lentement et donner passage à Grace Poole, qui glissait alors tranquillement le long du corridor pour entrer dans les chambres à coucher et dire un mot à l'une des servantes, peut-être sur la meilleure manière de polir une grille, de nettoyer un marbre de cheminée ou d'enlever les taches d'une tenture. Elle descendait à la cuisine une fois par jour pour dîner, fumait un instant près du foyer et retournait dans sa chambre, triste, sombre et solitaire, emportant avec elle un pot de porter. Sur 24 heures, elle n'en passait qu'une avec les autres domestiques. Le reste du temps, elle restait seule dans une chambre basse du second étage, où elle cousait et riait probablement de son rire terrible. Elle était aussi seule qu'un prisonnier dans son cachot. Mais ce qui m'étonna, c'est que personne dans la maison, excepté moi, ne semblait s'inquiéter des habitudes de Grace. Personne ne se demandait ce qu'elle faisait là. Personne ne la plaignait de son isolement. Un jour, je saisis un fragment de conversation entre Lee et une femme de journée. Elle s'entretenait de Grace. Lee dit quelque chose que je n'entendis pas, et la femme de journée répondit. « Elle a sans doute de bons gages ?»« Oui, » dit Lee. « Je souhaiterais bien que les miens fussent aussi forts. Non pas que je me plaigne, on paye bien à Thornfield, mais Madame Poole reçoit 5 fois autant que moi, et elle met de côté. Tous les trimestres, elle va porter de l'argent à la banque de Millcote. Je ne serais pas étonnée qu'elle eût assez pour mener une vie indépendante. Mais je crois qu'elle est habituée à Thornfield. Et puis, elle n'a pas encore 40 ans. Elle est forte et capable de faire bien des choses. Il est trop tôt pour cesser de travailler. « C'est une bonne domestique ?» reprit la femme de journée. « Oh, elle comprend mieux que personne ce qu'elle a à faire, » répondit Lee d'un ton significatif. « Tout le monde ne pourrait pas chausser ses souliers, même pour de l'argent. »« Oh, pour cela non, » ajouta la femme de journée. « Je m'étonne que le maître… » Elle allait continuer, mais Lee m'aperçut et fit un signe à sa compagne. Alors celle-ci ajouta tout bas. « Est-ce qu'elle ne sait pas ?» Lee secoua la tête et la conversation cessa. Tout ce que je venais d'apprendre, c'est qu'il y avait un mystère à Thornfield. Mystère que je ne devais pas connaître. Le jeudi arriva. Les préparatifs avaient été achevés le soir précédent. On avait tout mis en place. Tapis, rideaux festonnés, couvre-pieds blancs. Les tables de jeu avaient été disposées, les meubles frottés, les vases remplis de fleurs. Tout était frais et brillant. La grande salle avait été nettoyée. La vieille horloge, l'escalier, la rampe resplendissaient comme du verre. Dans la salle à manger, les étagères étaient garnies de brillantes porcelaines. Des fleurs exotiques répandaient leur parfum dans le salon et le boudoir. L'après-midi arriva. Madame Fairfax mit sa plus belle robe de satin noir, ses gants et sa montre d'or, car c'était elle qui devait recevoir la société, conduire les dames dans leurs chambres, etc. Adèle aussi voulut s'habiller, bien que je ne crusse pas qu'on la demanderait ce jour-là pour la présenter aux dames. Néanmoins, ne désirant pas la contrarier, je permis à Sophie de lui mettre une robe de mousseline blanche. Quant à moi, je ne changeais rien à ma toilette. J'étais bien persuadée qu'on ne me ferait pas sortir de la salle d'études, vrai sanctuaire pour moi et agréable refuge dans les temps de trouble. Nous avions eu une journée douce et sereine, une de ces journées de fin de mars ou de commencement d'avril, qui semblent annoncer l'été. Je dessinais, et, comme la soirée même était chaude, j'avais ouvert les fenêtres de la salle d'études. « Il commence à être tard, » dit Madame Fairfax en entrant bruyamment. « Je suis bien aise d'avoir commandé le dîner pour 1 heure plus tard que ne l'avait demandé M. Rochester, car il est déjà 6 heures passées. J'ai envoyé John regarder s'il n'apercevait rien sur la route. Des portes du parc, on voit une partie du chemin de Millcote. » Elle s'avança vers la fenêtre. « Le voilà qui vient, » dit-elle. Puis elle s'écria. « Eh bien, John, quelle nouvelle ?»
« Ils viennent, madame. Ils seront ici dans 10 minutes, » répondit John. Je la suivis, faisant attention à me mettre de côté, de manière à être caché par le rideau et à voir sans être vu. Les 10 minutes de John me semblèrent très longues, mais enfin on entendit le bruit des roues. 4 cavaliers galopaient en avant. Derrière eux venaient 2 voitures découvertes, où j'aperçus des voiles flottants et des plumes ondoyantes. 2 des cavaliers étaient jeunes et beaux. Dans le 3e, je reconnus M. Rochester, monté sur son cheval noir, Mesrour, et accompagné de pilotes, qui bondissaient devant lui. À côté de lui, j'aperçus une jeune femme. Tous 2 marchaient en avant de la troupe. Son habit de cheval, d'un rouge pourpre, touchait presque à terre. Son long voile soulevé par la brise effleurait les plis de sa robe, et à travers on pouvait voir de riches boucles d'un noir d'ébène. « Mademoiselle Ingram !» s'écria madame Fairfax, et elle descendit rapidement. La cavalcade tourna bientôt l'angle de la maison, et je la perdis de vue. Adèle demanda à descendre, mais je la pris sur mes genoux, et je lui fis comprendre que ni maintenant, ni jamais, elle ne devait aller voir les dames à moins que son tuteur ne la fît demander, et que, si M. Rochester la voyait prendre une semblable liberté, il serait certainement fort mécontent. Elle pleura un peu. Je pris aussitôt une figure grave, et elle finit par essuyer ses yeux. On entendait un joyeux murmure dans la grande salle. Les voix graves des messieurs et les accents argentins des dames se mêlaient harmonieusement. Mais, bien qu'il ne parlât pas haut, la voix sonore du maître de Thornfield, souhaitant la bienvenue à ses aimables hôtes, retentissait au-dessus de toutes les autres. Puis des pas légers montèrent l'escalier. On entendit dans le corridor des rires doux et joyeux. Les portes s'ouvrirent et se refermèrent, et au bout de quelque temps, tout rentra dans le silence. « Elle change de toilette, » dit Adèle, qui écoutait attentivement et qui suivait chaque mouvement, et elle soupira. « Chez maman, » reprit-elle, « quand il y avait du monde, j'allais partout, au salon, dans les chambres. Souvent je regardais les femmes de chambre coiffer et habiller les dames, et c'était si amusant. Comme cela, au moins, on apprend. Avez-vous faim, Adèle ? Mais oui, mademoiselle, voilà 5 ou 6 heures que nous n'avons pas mangé. Eh bien, pendant que les dames sont dans leur chambre, je vais me hasarder à descendre, et je tâcherai d'avoir quelque chose. Sortant avec précaution de mon asile, je descendis l'escalier de service qui conduisait directement à la cuisine. Tout y était en émoi. La soupe et le poisson étaient arrivés à leur dernier degré de cuisson, et le cuisinier se penchait sur les casseroles, qui, toutes, menaçaient de prendre feu d'un moment à l'autre. Dans la salle des domestiques, 2 cochers et 3 valets se tenaient autour du feu. Les femmes de chambre étaient sans doute occupées avec leurs maîtresses. Les gens qu'on avait fait venir de Millcote étaient également fort affairés. Je traversais ce chaos, et j'arrivai au garde-manger, où je pris un poulet froid, quelques tartes, un pain, plusieurs assiettes, des fourchettes et des couteaux. Je me dirigeai alors promptement vers ma retraite. J'avais déjà gagné le corridor et fermé la porte de l'escalier, quand un murmure général m'apprit que les dames allaient sortir de leur chambre. Je ne pouvais pas arriver à la salle d'études sans passer devant quelques-unes de leurs chambres, et je courais le risque d'être surprise avec mes provisions. Alors, je restai tranquillement à l'un des bouts du corridor, comptant sur l'obscurité qui y était complète depuis le coucher du soleil. Les chambres furent bientôt privées de leurs belles habitantes. Toutes sortirent gaiement, et leurs vêtements brillaient dans l'obscurité. Elles restèrent un moment groupées à une des extrémités du corridor, pendant que moi, je me tenais à l'autre. Elles parlèrent avec une douce vivacité. Elles descendirent l'escalier presque aussi silencieuses qu'un brouillard qui glisse le long d'une colline. Cette apparition m'avait frappée par son élégance distinguée. Adèle avait entr'ouvert la porte de la salle d'études et s'était mise à regarder. « Oh, les belles dames !» s'écria-t-elle en anglais. « Comme je serais contente d'aller avec elles !»« Pensez-vous, me dit-elle, que M. Rochester nous envoie chercher après dîner ?»« Non, en vérité. M. Rochester a bien autre chose à faire. Ne pensez plus aux dames aujourd'hui. Peut-être les verrez-vous demain. En attendant, voilà votre dîner. » Comme elle avait très faim, elle fut un moment distraite par le poulet et les tartes. J'avais été bien inspirée
d'aller chercher ces quelques provisions à l'office. Car sans cela, Adèle, moi et Sophie, que j'invitais à partager notre repas, nous aurions couru risque de ne pas dîner du tout. En bas, on était trop occupés pour penser à nous. Il était 9 heures passées lorsqu'on tira le dessert, et à 10 heures, on entendait encore les domestiques emporter les plateaux et les tasses où l'on avait pris le café. Je permis à Adèle de rester debout beaucoup plus tard qu'ordinairement, parce qu'elle prétendit qu'elle ne pourrait dormir tant qu'on ne cesserait pas d'ouvrir et de fermer les portes en bas. « Et puis, ajoutait-elle, M. Rochester pourrait nous envoyer chercher lorsque je serais déshabillée. Et alors, quel dommage !» Je lui racontais des histoires aussi longtemps qu'elle voulut. Ensuite, pour la distraire, je l'emmenai dans le corridor. La lampe de la grande salle était allumée, et, en se penchant sur la rampe, elle pouvait voir passer et repasser les domestiques. Lorsque la soirée fut avancée, on entendit tout à coup des accords retentir dans le salon. On y avait transporté le piano. Nous nous assîmes toutes deux sur les marches de l'escalier pour écouter. Une voix se mêla bientôt aux puissantes vibrations de l'instrument. C'était une femme qui chantait, et sa voix était pleine de douceur. Le solo fut suivi d'un duo et d'un chœur. Dans les intervalles, le murmure d'une joyeuse conversation arrivait jusqu'à nous. J'écoutais longtemps, étudiant toutes les voix et cherchant à distinguer au milieu de ce bruit confus les accents de M. Rochester, ce qui me fut facile. Puis, je m'efforçais de comprendre ces sons que la distance rendait vagues. 11 heures sonnèrent. Je regardais Adèle qui appuyait sa tête contre mon épaule. Ses yeux s'appesantissaient. Je la pris dans mes bras et je la couchai. Lorsque les invités regagnèrent leur chambre, il était près d'1 heure. Le jour suivant brilla aussi radieux. Il fut consacré à une excursion dans le voisinage. On partit de bonne heure, quelques-uns à cheval, d'autres en voiture. Je vis le départ et le retour. De toutes les dames, mademoiselle Ingram seule montait à cheval, et, comme le jour précédent, M. Rochester galopait à ses côtés. Tous deux étaient séparés du reste de la compagnie. Je fis remarquer cette circonstance à madame Fairfax, qui était à la fenêtre avec moi. « Vous prétendiez l'autre jour, dis-je, qu'il n'y avait aucune probabilité de les voir mariés, mais regardez vous-même si M. Rochester ne la préfère pas à toutes les autres. »« Oui, il admire sans doute. »« Et elle l'admire aussi, ajoutai-je. Voyez, elle se penche comme pour lui parler confidentiellement. Je voudrais voir sa figure. Je ne l'ai pas vue encore jusqu'ici. »« Vous la verrez ce soir, » répondit madame Fairfax. « J'ai dit à M. Rochester combien Adèle désirait voir les dames. Il m'a répondu « Eh bien, qu'elles viennent dans le salon après dîner et demander à mademoiselle R de l'accompagner. » Oui, il a dit cela par pure politesse, mais je n'irai certainement pas, répondis-je. Je lui ai dit que vous n'étiez pas habitué au monde et qu'il vous serait probablement pénible de paraître devant tous ces étrangers, mais il m'a répondu de son ton bref « Niaiserie. Si elle fait des objections, dites-lui que je le désire vivement, et si elle résiste encore, ajoutez que j'irai moi-même la chercher. » Je ne lui donnerai pas cette peine, répondis-je. J'irai, puisque je ne puis pas faire autrement, mais j'en suis fâchée. Serez-vous là, madame Fairfax? Non, j'ai plaidé et j'ai gagné mon procès. Voici comment il faut faire pour éviter une entrée cérémonieuse, ce qui est le plus désagréable de tout. Vous irez dans le salon, pendant qu'il est vide, avant que les dames aient quitté la table. Vous vous asseoirez tranquillement dans un petit coin. Vous n'aurez pas besoin de rester longtemps après l'arrivée des messieurs, à moins que vous ne vous amusiez. Il suffit que M. Rochester vous ait vu. Après cela, vous pourrez vous retirer. Personne ne fera attention à vous. Pensez-vous que tout ce monde restera longtemps au château? 1 ou 2 semaines, certainement pas davantage. Après le départ des invités, Sir John Lynn, qui vient d'être nommé membre de Millcote, se rendra à la ville. Je pense que M. Rochester l'accompagnera, car je suis étonnée qu'il ait fait un si long séjour à Thornfield. C'est avec crainte que je vis s'approcher le moment où je devais entrer dans le salon avec mon élève. Adèle avait passé tout le jour dans une perpétuelle extase à partir du moment où on lui avait appris qu'elle allait être présentée aux dames, et elle ne se calma un peu que lorsque Sophie commença à l'habiller. Quand ses cheveux furent arrangés en longues boucles bien brillantes, quand elle eut mis sa robe de satin rose,
ses mitaines de dentelle noire, et qu'elle eut attachée autour d'elle sa longue ceinture, elle demeura grave comme un juge. Il n'y eut pas besoin de lui recommander de ne rien déranger dans sa toilette. Lorsqu'elle fut habillée, elle s'assit soigneusement dans sa petite chaise, faisant bien attention à relever sa robe de satin de peur d'en salir le bas. Elle promit de ne pas remuer jusqu'au moment où je serais prête. Ce ne fut pas long. J'eus bientôt mis ma robe de soie grise achetée à l'occasion du mariage de mademoiselle Temple et que je n'avais jamais portée depuis. Je lissai mes cheveux, je mis mon épingle de perles et nous descendîmes. Heureusement, il n'était pas nécessaire de passer par la salle à manger pour entrer dans le salon, que nous trouvâmes vide. Un beau feu brûlait silencieusement sur le foyer de marbre, et les bougies brillaient au milieu des fleurs exquises qui ornaient les tables. L'arche qui donnait du salon dans la salle à manger était fermée par un rideau rouge. Quelque mince que fût cette séparation, les invités parlaient si bas qu'on ne pouvait rien entendre de leur conversation. Adèle semblait toujours sous l'influence d'une impression solennelle. Elle s'assit sans dire un mot sur le petit tabouret que je lui indiquai. Je me retirai près de la fenêtre, et prenant un livre sur une des tables, je m'efforçai de lire. Adèle apporta son tabouret à mes pieds. Au bout de quelque temps, elle me toucha le genou. « Qu'est-ce, Adèle ?» demandai-je. « Est-ce que je ne puis pas prendre une de ces belles fleurs, mademoiselle, seulement pour compléter ma toilette ?»« Vous pensez beaucoup trop à votre toilette, Adèle, » dis-je en prenant une rose que j'attachai à sa ceinture. Elle soupira de satisfaction, comme si cette dernière joie eût mis le comble à son bonheur. Je me retournai pour cacher un sourire que je ne pus réprimer. Il y avait quelque chose de comique et de triste dans la dévotion innée et sérieuse de cette petite Parisienne pour tout ce qui se rapportait à la toilette. Tout à coup, j'entendis plusieurs personnes se lever dans la chambre voisine. Le rideau de l'arche fut tiré et j'aperçus la salle à manger, dont le lustre répandait une vive lumière sur le service de cristal et d'argent qui couvrait une longue table. Un groupe de dames était sous l'arche. Elles entrèrent, et le rideau retomba derrière elles. Elles étaient 8, mais quand elles entrèrent, elles me parurent beaucoup plus nombreuses. Quelques-unes étaient grandes, plusieurs d'entre elles habillées de blanc et toutes couvertes de vêtements amples et ondoyants qui les rendaient plus imposantes, comme les nuages qui entourent la lune l'agrandissent à nos yeux. Je me levai et les saluai. Une ou deux me répondirent par un mouvement de tête. Les autres se contentèrent de me regarder. Elles se dispersèrent dans la chambre. La légèreté de leurs mouvements les faisait ressembler à un troupeau d'oiseaux blancs. Quelques-unes s'étendirent à demi sur le sofa et les ottomanes. D'autres se penchèrent sur les tables pour regarder les fleurs et les livres. Plusieurs, enfin, formèrent un groupe autour du feu et se mirent à parler d'une voix basse, mais claire, qui semblait leur être habituelle. J'appris plus tard comment elles se nommaient, et je puis dès à présent les désigner par leur nom. Je vis d'abord madame Eshton et ses 2 filles. Elle avait dû être jolie et était encore bien conservée. Amy, l'aînée de ses filles, était petite. Sa figure et ses manières étaient piquantes, bien que naïves et enfantines. Sa robe de mousseline blanche et sa ceinture bleue s'harmonisaient bien avec sa personne. Sa sœur, Louisa, plus grande et plus élégante, était fort jolie. Elle avait une de ces figures que les Français appellent « minois chiffonnées ». Du reste, les 2 sœurs étaient belles comme des lys. Lady Lynn était une femme de 40 ans, grande et forte, à la taille droite, au regard hautain. Elle était richement drapée dans une robe de satin changeant. Une plume bleu azur et un bandeau de pierres précieuses faisaient ressortir le brillant de ses cheveux noirs. Madame Dent était moins splendide, mais elle était plus femme. Elle avait la taille mince, la figure douce et pâle, et les cheveux blonds. Je préférais sa robe de satin noir, son écharpe en dentelle et ses quelques ornements de perles, au splendide éclat de la noble lady. Mais 3 personnes surtout se faisaient remarquer, en partie à cause de leur haute taille. C'était la douairière Lady Ingram et ses 2 filles, Blanche et Marie. Toutes 3 étaient prodigieusement grandes. La douairière avait de 40 à 50 ans. Sa taille était encore belle et ses cheveux encore noirs, du moins aux lumières. Ses dents me semblèrent avoir conservé toute leur blancheur. Eu égard à son âge, elle devait passer aux yeux de presque tout le monde pour très belle, et elle l'était en effet. Mais il y avait dans toute sa tenue et dans toute son expression
une insupportable fierté. Elle avait des traits romains et un double menton qui se fondait dans son énorme cou. Ses traits me parurent gonflés, assombris et même sillonnés par l'orgueil, orgueil qui lui faisait tenir la tête tellement droite qu'on eût facilement cru la position surnaturelle. Ses yeux étaient sauvages et durs. Ils me rappelaient ceux de Madame Reed. Elle mâchait chacune de ses paroles. Sa voix était profonde, pompeuse, dogmatique, insupportable en un mot. Grâce à une robe en velours cramoisi et à un châle des Indes qu'elle portait en turban, elle croyait avoir la dignité d'une impératrice. Blanche et Marie étaient de sa taille, droite et grande, comme des peupliers. Marie était trop mince, mais Blanche était faite comme une Diane. Je la regardais avec un intérêt tout particulier. D'abord, je désirais savoir si son extérieur s'accordait avec ce qu'on m'en avait dit Madame Fairfax. Ensuite, si elle ressemblait à la miniature que j'en avais faite. Enfin, il faut bien le dire, s'il y avait en elle de quoi plaire à M. Rochester. Elle était bien telle que me l'avait dépeinte Madame Fairfax, et telle que je l'avais reproduite. Je reconnaissais cette taille noble, ses épaules tombantes, ses yeux et ses boucles noires dont m'avait parlé Madame Fairfax. Mais sa figure était semblable à celle de sa mère. C'était Lady Ingram, plus jeune et moins sillonnée. Toujours le même front bas, les mêmes traits hautains, le même orgueil, moins sombre pourtant. Elle riait continuellement. Son rire était satirique, de même que l'expression habituelle de sa lèvre arquée. On dit que le génie apprécie sa valeur. Je ne sais si mademoiselle Ingram avait du génie, mais bien certainement elle appréciait sa valeur. Aussi commença-t-elle à parler botanique avec la douce madame Dent, qui, à ce qu'il paraît, n'avait pas étudié cette science, bien qu'elle aimât beaucoup les fleurs, surtout les fleurs sauvages, disait-elle. Mademoiselle Ingram l'avait étudiée, et elle débita tout son vocabulaire avec emphase. Je m'aperçus qu'elle se riait de l'ignorance de madame Dent. Sa raillerie pouvait être habile. En tout cas, elle n'indiquait pas une bonne nature. Elle joua du piano, son exécution était brillante. Elle chanta, sa voix était belle. Elle parla français avec sa mère, et je pus m'apercevoir qu'elle s'exprimait facilement et que sa prononciation était bonne. Marie avait une figure plus ouverte que Blanche, des traits plus doux et un teint plus clair. Mademoiselle Ingram avait un vrai teint d'Espagnole, mais Marie n'était pas assez animée. Sa figure manquait d'expression, ses yeux de lumière. Elle ne parlait pas, et, après avoir choisi une place, elle y resta immobile comme une statue. Les deux sœurs étaient vêtues de blanc. Mademoiselle Ingram me semblait-elle propre à plaire à M. Rochester? Je ne sais. Je ne connaissais pas son goût. S'il aimait les beautés majestueuses, Blanche était l'idéal. Elle devait être généralement admirée, et j'avais déjà eu une preuve presque certaine qu'elle plaisait à M. Rochester. Pour effacer mon dernier doute, il ne me restait qu'à les voir ensemble. Vous ne supposez pas, lecteur, qu'Adèle était restée tout ce temps immobile à mes pieds. Au moment où les dames entrèrent, elle se leva, s'avança vers elles, les salua cérémonieusement et leur dit avec gravité: « Bonjour, mesdames !» Mademoiselle Ingram la regarda d'un air moqueur et s'écria: « Oh, quelle petite poupée !»« Je crois, dit Lady Lynn, que c'est la pupille de M. Rochester, la petite fille française dont il nous a parlé. » Madame Dent la prit doucement par la main et l'embrassa. Amy et Louisa Eshton s'écrièrent ensemble: « Oh, l'amour d'enfant !» Elles l'emmenèrent sur le sofa et elle se mit à parler soit en français, soit en mauvais anglais, accaparant non seulement les deux jeunes filles, mais encore Madame Eshton et Lady Lynn. Elle fut gâtée autant qu'elle pouvait le désirer. Enfin, on apporta le café et on appela les messieurs. J'étais assise dans l'ombre, si toutefois il y avait un seul coin obscur dans un salon si bien éclairé. Le rideau de la fenêtre me cachait à moitié. Le reste de la société arriva. L'apparition des messieurs me parut imposante comme celle des dames. Ils étaient tous habillés de noir, la plupart grands et quelques-uns jeunes. Henry et Frédéric Lynn étaient ce qu'on appelle de brillants jeunes gens. Le colonel Dent me parut un beau militaire. Monsieur Eshton, magistrat du district, avait des manières de gentilhomme. Ses cheveux parfaitement blancs, ses sourcils et ses moustaches noires lui donnaient l'air d'un père noble.
De même que ses sœurs, Lord Ingram était très grand, et comme elle, il était beau. Mais il partageait l'apathie de Marie. Il semblait avoir plus de longueur dans les membres que de vivacité dans le sang et de vigueur dans le cerveau. Où était M. Rochester? Il arriva enfin. Je ne regardais pas du côté de la porte, et pourtant je le vis entrer. Je m'efforçais de concentrer toute mon attention sur les mailles de la bourse à laquelle je travaillais. J'aurais voulu ne penser qu'à l'ouvrage que j'avais dans les mains, aux perles d'argent et aux fils de soie posés sur mes genoux. Et pourtant, je ne pus m'empêcher de regarder sa figure et de me rappeler le jour où je l'avais vu pour la dernière fois, le moment où, après lui avoir rendu ce qu'il appelait un immense service, il prit mes mains et me regarda avec des yeux qui révélaient un cœur plein et prêt à déborder. Et j'avais été pour quelque chose dans cette émotion. J'avais été bien près de lui à cette époque. Qui est-ce qui avait pu changer ainsi nos positions relatives? Car désormais nous étions étrangers l'un pour l'autre, si étrangers que je ne comptais même pas l'entendre m'adresser quelques mots. Et je ne fus pas étonné lorsque, sans m'avoir même regardé, il alla s'asseoir de l'autre côté de la chambre pour causer avec l'une des dames. Lorsque je le vis absorbé par la conversation et que je fus convaincu que je pouvais examiner sans être observé moi-même, je ne tentais plus de me contenir. Je détournai mes yeux de mon ouvrage et je les fixai sur M. Rochester. Je trouvais dans cette contemplation un plaisir à la fois vif et poignant, aiguillon de l'or le plus pur, mais aiguillon de souffrance. Ma joie ressemblait à l'ardente jouissance de l'homme qui, mourant de soif, se traîne vers une fontaine qu'il sait empoisonner, et en boit l'eau néanmoins comme un divin breuvage. Il est vrai que ce que certains trouvent laid peut sembler beau à d'autres. La figure olivâtre et décolorée de M. Rochester, son front carré et massif, ses sourcils de jais, ses yeux profonds, ses traits fermes, sa bouche dure, en un mot, l'expression énergique et décidée de sa figure, ne rentrait en rien dans les règles de la beauté. Mais pour moi, son visage était plus que beau. Il m'intéressait et me dominait. M. Rochester s'était emparé de mes sentiments et les avait liés aux siens. Je n'avais pas voulu l'aimer. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour repousser de mon âme ces premières atteintes de l'amour, et, dès que je le revoyais, toutes ces impressions se réveillaient en moi avec une force nouvelle. Il me contraignait à l'aimer sans même faire attention à moi. Je le comparais à ses hôtes. Qu'était la grâce galante des Mesdemoiselles Lynn, l'élégance langoureuse de Lord Ingram et même la distinction militaire du colonel Dent, devant son regard plein d'une force native et d'une puissance naturelle? Leur extérieur, leur expression n'éveillaient aucune sympathie en moi, et pourtant tout le monde les déclarait beaux et attrayants, tandis qu'on trouvait les traits de M. Rochester durs et son regard triste. Je les entendis rire. La bougie avait autant d'âme dans sa lumière que dans leur sourire. Je vis aussi M. Rochester sourire. Ses traits s'adoucirent. Ses yeux devinrent aimables, brillants et chercheurs. Il parlait dans ce moment à Louise et à Amy Ashton. Je m'étonnais de les voir rester calmes devant ce regard qui m'avait semblé si pénétrant. Je croyais que leurs yeux allaient se baisser, leurs joues se colorer, et je fus heureuse de ce qu'elle n'était nullement émue. « Il n'est pas pour elle ce qu'il est pour moi, pensai-je. Il n'est pas de leur nature, et je crois qu'il est de la mienne. J'en suis même sûre. Je sens comme lui. Je comprends le langage de ses mouvements et de sa tenue. Quoique le rang et la fortune nous séparent, j'ai quelque chose dans ma tête, dans mon cœur, dans mon sang et dans mes nerfs, qui forme entre nous une union spirituelle. Si, il y a quelques jours, j'ai dit que je n'avais rien à faire avec lui, si ce n'est à recevoir mon salaire, si je me suis défendu de penser à lui autrement que comme à un maître qui me paye, j'ai proféré un blasphème contre la nature. Tout ce qu'il y a en moi de bon, de fort, de sincère, va vers lui. Je sais qu'il faut cacher mes sentiments, étouffer toute espérance, me rappeler qu'il ne peut pas faire grande attention à moi, car, lorsque je prétends que je suis de la même nature que lui, je ne veux pas dire que j'ai sa force et son attrait,
mais simplement que j'ai certains goûts et certaines sensations en commun avec lui. Il faut donc me répéter sans cesse que nous sommes séparés pour toujours, et que néanmoins je dois l'aimer tant que je vivrai. On passa le café. Depuis l'arrivée des messieurs, les dames sont devenues vives comme des alouettes. La conversation commence, joyeuse et animée. Le colonel Dent et M. Eshton parlent politique. Leurs femmes écoutent. Les deux orgueilleuses douairières, Lady Lynn et Lady Ingram, causent ensemble. Sir George, gentilhomme de campagne, gras et frais, se tient debout devant le sofa, sa tasse de café à la main, et place de temps en temps son mot. M. Frédéric Lynn est assis à côté de Mary Ingram et lui montre les gravures d'un beau livre. Elle regarde et sourit de temps en temps, mais parle peu. Le grand et flegmatique Lord Ingram se penche sur le dos de la chaise de la vivante petite Amy Eshton. Elle lui jette par moments un coup d'œil, et gazouille comme un roitelet. Car elle préfère Lord Ingram à M. Rochester. Henry prend possession d'une ottomane au pied de Louise. Adèle est assise à côté de lui, il tâche de parler français avec elle, et Louise rit de ses fautes. Avec qui ira Blanche Ingram? Elle est seule devant une table, gracieusement penchée sur un album. Elle semble attendre qu'on vienne la chercher. Mais, comme l'attente la fatigue, elle se décide à choisir elle-même son interlocuteur. M. Rochester, après avoir quitté les demoiselles Eshton, se place devant le feu, aussi solitairement que Blanche l'est devant la table. Mais mademoiselle Ingram va s'asseoir de l'autre côté de la cheminée, vis-à-vis de lui. « Monsieur Rochester, dit-elle, je croyais que vous n'aimiez pas les enfants. »« Et vous aviez raison. »« Alors, qui est-ce qui vous a décidé à vous charger de cette petite poupée-là » reprit-elle en montrant Adèle. « Où avez-vous été la chercher ?»« Je n'ai pas été la chercher. On me l'a laissée sur les bras. »« Vous auriez dû l'envoyer en pension. »« Je ne le pouvais pas. Les pensions sont si chères. »« Mais il me semble que vous avez une gouvernante. J'ai tout à l'heure vu quelqu'un avec votre pupille. Serait-elle partie ? Ah non, elle est là, derrière le rideau. Vous la payez sans doute. Je crois que c'est aussi cher que de la mettre en pension, et même plus, car vous avez à les entretenir toutes les deux. » Je craignais, ou, pour mieux dire, j'espérais que cette allusion à ma présence forcerait M. Rochester à regarder de mon côté, et, involontairement, je m'enfonçai encore davantage dans l'ombre. Mais il ne tourna pas les yeux. « Je n'y ai pas pensé, » dit-il avec indifférence et regardant droit devant lui. « Non, vous ne pensez jamais à ce qui est d'économie ou de bon sens. Si vous entendiez maman parler des gouvernantes, Marie et moi, nous en avons eu au moins une douzaine, la moitié détestables, les autres ridicules, toutes insupportables. N'est-ce pas, maman ? Avez-vous parlé, ma chérie ? » La jeune fille réitéra sa question. « Ma bien-aimée, ne me parlez pas des gouvernantes. Ce mot me fait mal. J'ai souffert le martyre avec leur inhabileté et leurs expressions. Je remercie le ciel de ne plus avoir affaire à elles. » Madame Dent se pencha alors vers Lady Ingram et lui dit quelque chose tout bas. Je suppose, d'après la réponse, que Madame Dent lui faisait remarquer la présence d'un des membres de cette race sur laquelle elle venait de lancer un anathème. « Tant pis, » reprit la noble dame, « j'espère que cela lui profitera. » Puis elle ajouta plus bas, mais assez haut pourtant pour que les sons arrivassent jusqu'à moi. « Je l'ai déjà examiné. Je suis bon juge des physionomies. Et dans la sienne, je lis tous les défauts qui caractérisent sa classe. »« Et quels sont-ils, madame ?» demanda tout haut M. Rochester. « Je vous les dirai dans un tête-à-tête, » reprit-elle en secouant 3 fois son turban d'une manière significative. « Mais ma curiosité sera passée alors, et c'est maintenant qu'elle voudrait être satisfaite. »« Demandez-le donc à Blanche, elle est plus près de vous que moi. »« Oh, ne me chargez pas de cette tâche, maman. Je n'ai du reste qu'un mot à dire sur toute cette espèce, c'est qu'elle ne peut que nuire. Non pas que les institutrices m'aient jamais fait beaucoup souffrir. Théodore et moi, nous n'avons épargné aucune taquinerie à nos gouvernantes.
Marie était trop endormie pour prendre une part active à nos complots. C'est surtout à madame Joubert que nous avons joué de bons tours. Mademoiselle Wilson était une pauvre créature triste et malade. Elle ne valait même pas la peine qu'on se serait donné pour la vaincre. Madame Gray était dure et insensible. Rien n'avait effet sur elle. Mais madame Joubert, je vois encore sa colère lorsque nous la poussions à bout. Quand, après avoir renversé notre thé, émietté nos tartines, jeté nos livres au plafond, nous nous mettions à faire un charivari général avec les pupitres, les règles, le cendrier et le feu. Théodore, vous rappelez-vous ces jours de gaieté? Oui, certainement, répondit lentement lord Ingram. Et la pauvre vieille avait l'habitude de nous appeler méchants enfants. Alors nous lui faisions des sermons où nous lui prouvions que c'était de la présomption à elle, ignorante comme elle l'était, de vouloir instruire des jeunes gens aussi habiles que nous. Oui, et vous savez, Théodore, je vous aidais aussi à persécuter votre précepteur, ce monsieur Vining, à la figure couleur de petit lait. Nous l'avions surnommé le ministre malade de la Pépie. Lui et mademoiselle Wilson prirent la liberté de tomber amoureux l'un de l'autre, ou du moins Théodore et moi, nous le supposâmes. Nous avions surpris de tendres regards, des soupirs que nous avions interprétés comme des marques certaines de cette belle passion. Et je vous assure que bientôt le public fut au courant de notre découverte. Ce fut un moyen de se débarrasser de ce boulet que nous traînions à nos pieds. Dès que maman sut ce qui se passait, elle déclara que c'était immoral. N'est-ce pas, maman? Oui, ma chérie. Et ce n'était pas à tort. Il y a 1000 raisons qui font que, dans une maison bien dirigée, on ne doit jamais laisser naître d'affection entre une gouvernante et un précepteur. D'abord, oh, ma gracieuse mère, épargnez-nous cette énumération. Au reste, nous la connaissons tous. Mauvais exemple pour l'innocence des enfants, négligence continuelle dans les devoirs de la gouvernante et du précepteur, alliance et confiance mutuelle, confidence qui en résulte, insolence inévitable à l'égard des maîtres, révolte et insurrection générale. Ai-je raison, baronne Ingram, de Ingram Park? Oui, mon beau lys, vous avez raison, comme toujours. Alors, il est inutile d'en parler plus longtemps. Changeons de conversation. Amy Ashton n'entendit pas cette phrase ou ne voulut pas y faire attention, car elle s'écria de sa voix douce et enfantine. Louisa et moi, nous avions aussi l'habitude de tourmenter notre gouvernante, mais elle était si bonne qu'elle supportait tout, rien ne l'irritait, jamais elle ne se fâchait, n'est-ce pas, Louisa? Oh non, nous avions beau renverser son pupitre, sa boîte à ouvrage, mettre ses tiroirs en désordre, elle ne nous en voulait jamais. Elle était si bonne qu'elle nous donnait tout ce que nous lui demandions. Est-ce que par hasard, dit mademoiselle Ingram, en mordant sa lèvre ironique, nous allons être obligés d'entendre le résumé de toutes les vertus des gouvernantes? Pour éviter cet ennui, je demande de nouveau qu'on change de conversation. Monsieur Rochester, approuvez-vous ma pétition? Oui, madame. Je vous approuve en ceci, comme en tout point. Alors, c'est à moi de la faire exécuter. Signor Eduardo, êtes-vous en voie aujourd'hui? Oui, si vous me le commandez, donna Bianca. Alors, signor, mon Altesse vous ordonne de préparer vos poumons, car on va vous les demander pour mon royal service. Qui ne voudrait être le Rizzio d'une semblable Marie? Je me soucie bien de Rizzio, s'écria-t-elle en secouant ses boucles abondantes et en se dirigeant vers le piano. À mon avis, le ménétrier David était un imbécile. Je préfère le noir Bothwell. Je trouve qu'un homme doit avoir en lui quelque chose de satanique, et, malgré tout ce que raconte l'histoire sur James Hepburn, il me semble que ce bandit devait être un de ces héros fiers et sauvages que j'aurais aimé apprendre pour époux. Messieurs, vous l'entendez. Eh bien, quel est celui d'entre vous qui ressemble le plus à Bothwell? C'est sur vous que doit tomber notre choix, répondit le colonel Dent. Sur mon honneur, je vous en remercie, reprit M. Rochester. Mademoiselle Ingram s'était assise devant le piano avec une grâce orgueilleuse. Après avoir royalement étendu sa robe blanche, elle exécuta un prélude brillant, sans cesser néanmoins de parler. Ce soir-là, elle était énivrée. Ses paroles et son attitude semblaient vouloir exciter non seulement l'admiration, mais aussi l'étonnement de ses auditeurs. Elle désirait les frapper par son éclat. Quant à moi, elle me sembla très hardie. «
Oh, reprit-elle en continuant à promener ses doigts sur l'instrument sonore, je suis fatiguée des jeunes gens de nos jours, pauvres misérables créatures, qui craindraient de dépasser la grille du parc de leur père, et même d'y aller sans la permission de leur mère ou de leur gouverneur, qui ne songent qu'à leur belle figure, à leurs mains blanches et à leurs petits pieds, comme si les hommes avaient rien à faire avec la beauté, comme si le charme extérieur n'était pas l'héritage légitime et le privilège exclusif de la femme. Je vous accorde qu'une femme laide est une tache dans la création, où tout est beau, mais quant aux hommes, ils ne doivent chercher que la force et le courage. Leur occupation, c'est la chasse et le combat. Le reste ne vaut pas qu'on y pense. Voilà quelle serait ma devise, si j'étais homme. Quand je me marierai, continua-t-elle après une pause que personne n'interrompit, je ne veux pas trouver un rival dans mon mari. Je ne veux voir aucun prétendant près de mon trône. J'exigerai de lui un hommage complet. Je ne veux pas que son admiration soit partagée entre moi et la figure qu'il verra dans sa glace. Maintenant, chantez, monsieur Rochester, et je vais vous accompagner. Je ne demande qu'à vous obéir, répondit-il. Tenez, voilà un chant de corsaire. Sachez que j'aime les corsaires. Ainsi donc, je vous prie de chanter Con spirito. Un ordre sorti des lèvres de mademoiselle Ingram animerait un marbre. Eh bien, alors, prenez garde, car si la manière dont vous allez chanter ne me plaît pas, pour vous faire honte, je vous montrerai moi-même comment cette romance doit être comprise. C'est offrir une prime à l'incapacité, et désormais je vais faire mes efforts pour me tromper. Gardez-vous-en bien. Si vous vous trompez volontairement, la punition sera proportionnée à la faute. Mademoiselle Ingram devrait être indulgente, car il lui est facile d'infliger un châtiment plus grand que ne pourrait le supporter un homme. « Oh, expliquez-vous » s'écria la jeune fille. « Pardon, madame, toute explication serait inutile. Votre instinct a dû vous apprendre qu'un regard sévère lancé par vos yeux est une peine capitale. »« Chantez » dit-elle en recommençant l'accompagnement. « Voilà le moment de m'échapper, pensai-je, mais les notes qui frappèrent mes oreilles me forcèrent à rester. Madame Fairfax m'avait annoncé que M. Rochester avait une belle voix. Elle était puissante en effet, et révélait la force de son âme. Elle était pénétrante et éveillait en vous d'étranges sensations. J'écoutais jusqu'à la dernière vibration de ces notes pleines et sonores. J'attendis que le mouvement causé par les compliments d'usage se fût un peu calmé. Alors, je quittai mon coin et je sortis par la porte de côté, qui, heureusement, était tout près de moi. Un corridor étroit conduisait dans la grande salle. Je m'aperçus en le traversant que mon soulier était dénoué. Je m'agenouillai sur le paillasson de l'escalier pour le rattacher. J'entendis tout à coup la porte de la salle à manger s'ouvrir et des pas d'hommes se diriger de mon côté. Je me relevai précipitamment et je me trouvai face à face avec M. Rochester. « Comment vous portez-vous » me demanda-t-il. « Très bien, monsieur. »« Pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler dans le salon ?» Je pensais que j'aurais bien pu lui retourner sa question, mais n'osant pas prendre cette liberté, je lui répondis. « Vous aviez l'air occupé et je n'aurais pas osé vous déranger, monsieur. »« Et qu'avez-vous fait pendant mon absence ?»« Rien de particulier. J'ai continué à donner des leçons à Adèle. »« Et vous êtes devenu beaucoup plus pâle que vous n'étiez. Je l'ai remarqué tout de suite. Dites-moi ce que vous avez. »« Je n'ai rien, monsieur. »« Avez-vous attrapé froid la nuit où vous m'avez à moitié noyé ?»« Pas le moins du monde. »« Retournez au salon. Vous êtes parti trop tôt. »« Je suis fatigué, monsieur. » Il me regarda un instant. « Et un peu triste, ajouta-t-il. Qu'avez-vous ? Dites-le-moi, je vous en prie. »« Rien, rien, monsieur. Je ne suis pas triste. »« Je suis bien sûr du contraire. Vous êtes si triste que le moindre mot amènerait des larmes dans vos yeux. Tenez, en voilà une qui brille et se balance sur vos cils. Si j'avais le temps, et si je ne craignais pas de voir apparaître quelque servante curieuse, je saurais ce que signifie tout cela. Allons, pour ce soir je vous excuse. Mais sachez qu'aussi longtemps que mes hôtes seront ici, je vous demande de venir tous les soirs dans le salon. Je le désire vivement. Faites-le, je vous en prie. Maintenant, partez, et envoyez Sophie chercher Adèle. Bonsoir, ma. Il s'arrêta.
mordit ses lèvres et me quitta brusquement.